à tous, on se retrouve sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier. Un mot tout d'abord pour remercier nos partenaires Habitea, Rentabilimo, le groupe David Immobilier et enfin Top Duo. Nous allons parler de l'accession à la propriété et du financement, des thèmes qui sont aujourd'hui plus que jamais au cœur de l'actualité. On nous promettait une France de propriétaires, or avec 58% de propriétaires en France, nous sommes encore loin derrière nombre de nos voisins européens. Le parcours d'accession à la propriété semble aujourd'hui grippé. Et en cette période d'incertitude, on se demande ce qui pourrait justement débloquer la situation. Alors pour en parler, je reçois Philippe Taboret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de CAFPI, leader des courtiers en prêt immobilier. À côté de vous, prêtez-lui votre micro, merci. Vincent de Montval, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing des Maisons Pierre, constructeur de maisons individuelles. Et enfin, je reçois également Antoine Vendrome. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur commercial bassin parisien des Maisons France Confort, également constructeur de maisons individuelles. Alors on va commencer avec vous, Philippe Taboret, CAFPI, vous qui êtes au cœur de cette question du financement. Alors bien sûr, c'est toujours la question classique, je vous demande de faire de la prospective. Qu'en est-il des taux d'intérêt? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'ils baissent, qu'ils montent? Comment ça va se passer dans les prochains mois? Quelles sont vos perspectives? Alors ils baissent puisque en ce mois de mars, nous avons gagné sur les taux d'intérêt 0,10-0,15%, ce qui veut dire qu'on est dans une situation baissière qui risque de perdurer encore pendant quelques mois, en tout cas quelques semaines. Le printemps semble être un bon printemps de l'immobilier sur les conditions d'emprunt. Les taux étaient stables précédemment depuis mai 2011, quasiment aux alentours de 4% en taux fixe sur 20 ans. Ça fluctuait autour de ces zones-là. Et puis, il va falloir en profiter puisqu'on annonce, en tout cas on anticipe une remontée des taux d'ici la fin de l'année. Qui serait dû à quoi, cette remontée des taux? Sans être trop technique, on a eu une dégradation de la note de la France en début d'année. Ça a eu réellement un impact, cette perte du triple A là? Ça n'a pas eu d'impact pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a qu'une agence sur les 3 qui nous a dégradé. Par contre, on attend ou on anticipe peut-être une dégradation des 2 autres agences après les élections, vu les promesses électorales. C'est pas comme ça qu'on va rapidement rembourser nos dettes. Donc, effectivement, une nouvelle dégradation des 2 autres agences, ce qui serait compromettant pour les taux d'intérêt et entraînerait les taux vers la hausse. On anticipe des taux avoisinant les 5% en fin d'année. D'accord, donc il faut saisir les opportunités maintenant, c'est un peu. Il faut vraiment en profiter, en tout cas en termes de taux d'intérêt, oui. Est-ce que, encore une petite question pour vous, Philippe, on entend quand même que les banques ont resserré leurs critères, en tout cas qu'elles appliquent les critères qui avaient cours il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'elles sont plus regardantes, terminer les emprunts à plus de 30 ans, terminer le pas d'apport personnel, terminer le financement des frais de notaire. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous constatez? Alors c'est presque totalement faux. Oui, vous me surprenez parce que c'est ce que j'entends auprès de beaucoup de monde. C'est presque totalement faux puisqu'effectivement il y a eu une période euphorique avant 2007, avant la crise des subprimes, où les banques prêtaient jusqu'à 110%. On trouve encore du 110% aujourd'hui, mais très rarement. En ce qui concerne les durées, toutes les banques prêtent à 30 ans ou presque toutes, et voire au-delà, même on va encore sur du 35, voire du 40 ans. Ça se voit encore alors? Oui, mais ça se pratique communément même, je dirais. Il n'y a pas de restriction de critères quant à l'endettement. Les banques sont des banques qui prêtent à des emprunteurs qui sont solvables. À partir du moment où l'emprunteur est solvable et qu'il a un bon profil, on lui prêtera jusqu'à 30 ans, 35 ans. S'il est jeune, bien évidemment, on prendra sur des taux d'endettement raisonnables en fonction de ses moyens. Voilà, les choses sont tout à fait concrètes et possibles. Néanmoins, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une restriction des volumes en termes de crédit. Je nie la raison. Je nie pas la restriction des volumes. Je nie la raison pour simplement préciser que ce ne sont pas les banques qui freinent. Ce sont les candidats à l'accession qui freinent. On leur a enlevé le PTZ dans l'ancien. Les taux sont quand même s'ils sont bas, ils sont quand même assez chers face à un pouvoir d'achat qui est en baisse. Les conditions ne sont pas favorables, les prix sont tendus, ils ne baissent pas vraiment, ils ont une tendance à décliner, mais ils ne baissent pas vraiment. Tout ça ne sont pas des éléments rassurants. En plus, les élections, on attend peut-être des nouvelles mesures. Voilà. Donc c'est ça qui fait la raison de l'absence de candidats, mais absolument pas la restriction des banques à prêter. Elles prêtent en immobilier, ça c'est indiscutable. D'accord, très bien. Alors, je m'adresse à présent à nos 2 constructeurs de maisons individuelles. On prévoit cette année une contraction des transactions. Ce n'est pas un secret, malheureusement, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Et les maisons individuelles ne vont pas être épargnées par ce phénomène. L'année dernière, un petit chiffre, les volumes de vente ont baissé de 10% selon les chiffres du Crédit Foncier. Et pourtant, on le sait, la maison individuelle reste le rêve numéro 1 des Français. Alors,
Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est cette question du pouvoir d'achat? On commence avec Vincent de Montval. Tout d'abord, je pense qu'on peut faire un constat, c'est-à-dire quand on regarde le salon autour de nous et le nombre d'exposants, on croit en l'avenir. Et quand on voit les visiteurs qui entrent sur le salon, on peut se dire qu'il y a aussi une attente de la part des ménages. Je pense que l'avenir à venir ne va pas forcément être facile, mais ça va être une année d'adaptation aussi au niveau de la réglementation. Parce qu'il faut savoir que dans 9 mois maintenant, la réglementation thermique 2012 va entrer en vigueur en janvier. Tout à fait. Donc l'ensemble des acteurs sur le secteur de la maison individuelle vont devoir s'adapter. Et on a la possibilité, nous, en tant que constructeurs de maisons individuelles, les gros constructeurs de maisons individuelles qui sont structurés, ont la possibilité de tirer les prix vers le bas, car ils ont une maîtrise des coûts et peuvent proposer des maisons à un rapport qualité-prix abordable. Ce qui n'est pas le cas pour des artisans, des constructeurs qui sont un peu moins structurés. Cette phase-là sera un petit peu plus difficile. Mais nous, Maison Pierre, nous croyons en l'avenir. L'année ne sera pas forcément facile, mais on a des arguments convaincants. C'est-à-dire qu'en restant locataire, c'est pas en restant locataire qu'on va se procurer une sécurité dans l'avenir. En restant locataire, on va toujours avoir des hausses de loyer. Et en devenant propriétaire, on devient un petit peu plus maître de son destin. On contrôle ses remboursements, ses mensualités. On est chez soi, on a son jardin, sa maison, et une maison qui consomme beaucoup moins en énergie par rapport à cette nouvelle réglementation thermique. Donc on entre dans une phase où tout le monde va devoir s'habituer aux nouvelles règles. On a aussi en ce moment même un attentisme au niveau des acheteurs. C'est surtout dû, entre guillemets, à la période, on va dire, électorale, mais cet attentisme-là, que les gouvernements, soient de gauche ou de droite, ils ont tous fait en sorte d'aider l'accession à la propriété et de mettre en place des dispositifs. Alors, qui sont plus ou moins convaincants ou non, mais ils font en sorte d'accéder à la propriété. Et ça, c'est une bonne chose pour notre métier. Alors évidemment, nous reviendrons un peu plus largement sur ces fameux dispositifs d'accession à la propriété, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais avant cela, je voudrais vous entendre, Antoine Vendrome, sur vos perspectives 2012. Alors déjà, on parle d'une contraction de 10% de 2010 à 2011. Il faut rappeler que 2010, c'était quand même une année exceptionnelle, c'était une année de plan de relance. L'État avait mis en place beaucoup de choses pour favoriser les primo-accédants et l'accession à la propriété. Ça ne nous a pas empêché, nous, chez France Confort, et avec toutes nos marques en 2011, de vendre 6800 maisons. On est quand même sur un marché porteur. Il y a une vraie demande de logement en France, en particulier pour des raisons démographiques. Les familles font de plus en plus d'enfants. Pour des raisons d'immigration, la France est toujours une terre d'accueil. Et aussi parce qu'on a des nouveaux modes de vie avec des familles malheureusement qui divorcent, mais ça nous crée à chaque fois 2 foyers et 2 besoins de logement différents. Alors ce qu'on a eu en 2011 par rapport à 2010, c'est d'abord une crise économique qui est devenue une crise de la dette. Et comme le disait monsieur tout à l'heure, les instituts bancaires ont eu tendance à couper les vannes de l'accession au logement et à plutôt favoriser l'épargne. On a eu un autre phénomène, on a aussi une raréfication du foncier, puisque nos amis lotisseurs, qui nous fournissent quand même énormément de terrain, et je crois que mon ami de Maison Pierre, ici, construit aussi beaucoup sur des lotissements, les lotisseurs ont pris de plein fouet cette crise et n'ont pas pu sortir beaucoup de programmes en 2010. Nous, on est quand même plutôt confiants pour l'année 2012. On est toujours, comme je vous le disais, dans cette demande de logement permanente. On est très embêté par ce moteur de calcul de l'ERT 2012 qui ne sort pas, qui nous empêche de sortir nos nouveaux catalogues, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est construire du BBC, c'est facile de construire du BBC. Tout constructeur peut construire du BBC. Mais des grands constructeurs comme nous, structurés, nous avons besoin de construire le BBC au meilleur prix, au moins cher pour nos clients. Et on a besoin absolument de ces moteurs de calcul le plus vite possible pour nos nouveaux catalogues. D'accord, le message est bien passé. Merci Antoine Vendrome. Évidemment, on reviendra sur cette question du BBC parce que le BBC entraîne forcément un surcoût de construction et donc on est en plein dans notre histoire d'accession à la propriété et du financement. Alors moi, je voudrais qu'on dise un petit mot, un mot important même sur ces différents dispositifs. Peut-être on va commencer avec Philippe. Ces différents dispositifs d'accession à la propriété. On a vu le pass foncier qui avait l'air d'être plutôt une bonne idée, qui a été abandonnée, le PTZ qui est devenu PTZ+, éco-PTZ, enfin tous ces dispositifs-là. Quel est votre regard globalement sur ces mesures ?
Alors, sans faire de politique, bien évidemment, on va essayer au-delà d'éviter au-delà de la vraiment, politique. Ce qu'il nous faut en France, c'est une vraie politique du logement qui n'existe pas. Donc, on y va par petites mesurettes, même si les plans de relance précédents ont permis à un moment de donner une dynamique au marché. On sait qu'au final, cela profite toujours au prix et donc aux vendeurs. Les prix augmentent puisque le marché en France manque d'offres. On est sur un marché d'offres et de demande, la demande est forte. Vous disiez tout à l'heure 58% de propriétaires. On progresse doucement, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Tout le monde veut devenir propriétaire, ou presque, 85% des Français en rêvent. Mais simplement parce qu'il n'y a pas d'offre en face ou à des prix trop élevés. Donc il faut construire, il faut développer le logement en France. Et pour ça, il faut une politique vraiment agressive, il faut une vraie politique du logement en France qui n'existe plus depuis 40 ans, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une sorte de Grenelle du logement, de la oui, construction? moi j'avais plaisanté en disant un programme commun puisque, entre les différents partis, puisque simplement des idées jaillissent là pour la période électorale de partout, qui sont très bonnes, la densification du logement, avec 30% de hausse du COS, pour permettre de plus construire, de surélever des bâtiments, de faire dans les zones les plus denses en fait, de la construction et du neuf. Sur l'idée aussi... Il y a une question, c'est à la limite, puisque vous l'abordez, ces fameux 30%, c'est sur la faisabilité de cette mesure. Et sur l'impact que ça peut avoir. On a dit qu'on ne faisait pas de aussi... politique. Non, complètement de manière apolitique, et je ne me permettrai pas, mais sur l'impact aussi que ça peut avoir sur le prix du foncier. C'est quand même un peu problématique aussi. Je sais bien, mais si on ne met pas globalement une politique globale en place du logement en France, encore une fois, je disais tout à l'heure, pas par petites mesurettes, un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et puis une assistance. Il faut vraiment avoir une politique de construction. Il nous faut 500 000 logements en France. On a 1 million, à peu près un peu moins, de logements en retard pour permettre de répondre à la demande. Et il nous en faut 500 000. Là, cette année, on en annonce 350 000. Voilà, on va encore creuser le déficit. On a un vrai problème à ce niveau-là. Donc, construisons. Donc, toutes les bonnes idées doivent être associées. Bien sûr, elles doivent être rendues pérennes, c'est-à-dire réalisables et accompagnables. Mais l'autre idée de l'autre candidat était d'offrir les terrains de l'État. Pourquoi pas? Oui, donnons du foncier, faisons baisser dans ces cas-là d'un autre côté le prix du foncier, là, s'il est gratuit, bien sûr avec des engagements de construction pour le logement, l'habitation, le social, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont aujourd'hui proposées par les candidats. Il faut qu'ils passent aux actes. Il faut que ces choses deviennent réelles et que dès l'année prochaine, dans les 5 ans, on puisse escompter dépasser le besoin de construction minimum nécessaire par an. Et à ce moment-là, on pourra envisager vraiment la croissance du nombre de propriétaires en France de façon plus pérenne, plus saine, plus tranquille, puisqu'effectivement, les prix baisseront par nature. On a une offre qui va augmenter par rapport à la demande, les prix se réguleront tout au moins et permettront à plus de candidats d'accéder à la propriété. Alors néanmoins, évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec vous, Philippe Taboret. Et néanmoins, il reste un problème, c'est que ces mesures, il faut les financer. Or, les caisses de l'État sont vides aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'État peut néanmoins encourager la politique de construction, la politique de logement, sans forcément débloquer des moyens importants? Alors on cherche tout, on voit bien les candidats parler aujourd'hui à la fois de ne pas bloquer le pouvoir d'achat, la croissance, oui. de ne pas être un frein à la croissance. Il ne faut pas seulement désendetter, bien sûr qu'il faut désendetter en priorité. J'ai dit tout à l'heure pour les histoires de notation par exemple. Mais cependant, il faut aussi permettre d'avoir une perspective de croissance. Et le deuxième problème des Français après le pouvoir d'achat est quand même le chômage. Donc on sait que l'immobilier est producteur bien sûr de travail. C'est quelque chose en plus qui est fait essentiellement par les entreprises françaises. On cherche à faire travailler les Français. Et ben, la construction, elle se fait en France par des Français. Donc favorisons ce marché-là. Il est en dehors de tout clivage ou tout clivage politique. Il est vraiment un besoin, une nécessité qui est très favorable à la France d'un point de vue économique. Ça crée quand même des taxes, ça crée du travail, ça crée du revenu également, ça crée de la croissance. Et puis de l'autre côté, ça crée de la satisfaction. Les gens qui seront et pourront se loger seront plus heureux, se sentiront mieux. Donc il y a de l'intégration à travers tout ça. Donc ça a toutes les vertus. S'il faut faire des efforts financiers, c'est bien là qu'il faut les faire. Très bien, merci. Alors je voudrais avoir les réactions de Vincent de Montval et ensuite d'Antoine Vendôme sur cette question. Qu'attendez-vous en gros d'une politique du logement aujourd'hui ? Si on revient un petit peu sur les aides dont vous avez parlé juste avant, oui. Notamment le pass foncier, qui était une bonne chose. Chez Maison Pierre, nous avons fait du pass foncier avec des clients. Mais entre la mesure et l'application, c'était très compliqué à mettre en place. C'était, de mon point de vue, une usine à gaz. Je pense qu'il faudrait essayer de... Parce qu'il fallait 4 interlocuteurs pour mettre en place des dossiers, des délais beaucoup plus longs, et les choses n'étaient pas facile à mettre en place. C'est possible, mais c'est pas facile. Donc ça reste une bonne mesure. Je pense qu'il faut la faire évoluer. Au niveau du prêt à taux zéro, moi, mon point de vue sur le prêt à taux zéro, c'est-à-dire un prêt à 0% d'intérêt. Pour nous, professionnels, c'est une cerise sur le gâteau.
et pour le client également. Mais je pense que attendre les aides futures, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que je pense que c'est aux professionnels de travailler sur le mode de construction pour essayer de tirer les prix au maximum vers le bas pour que le plus grand nombre puisse accéder à la propriété. C'est-à-dire maximiser les partenariats avec les industriels sur la recherche et développement et ainsi de suite, et ne pas tout concentrer uniquement sur ces mesures qui sont bonnes, le prêt à taux zéro, le pass foncier et tant d'autres. Mais je pense que tout ce qui concerne la recherche et développement, les nouvelles façons d'accéder à la propriété sont des choses qui pourront permettre d'accéder plus facilement à la propriété. Nous, en faisant du volume, entre guillemets, en vendant énormément de maisons, plus de 2000 maisons par an, ça nous permet de baisser les coûts. Et ça nous permet à une certaine catégorie de la population d'être solvable pour accéder à la propriété. Alors sur cette question, c'est intéressant parce que je discutais avec des constructeurs de maisons individuelles et ils envoyaient un message fort aux industriels. Ils disaient OK, le recherche et développement, c'est très bien, mais finalement, on ne veut pas tellement des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques. On voudrait avoir celles qui existent et qui sont déjà éprouvées, mais moins chères. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, je partage ce point de vue, mais ouais. Moins cher. Enfin, le moins cher, on arrive à l'obtenir en faisant du volume et en ayant aussi une demande importante. Mm-hmm. Et il n'y a que avec ce moyen-là qu'on arrivera à tirer les prix vers le bas. Après, on a aussi des modes constructifs comme le bois ou autres qui sont peut-être aussi et sans doute des moyens très efficaces à moyen terme. Pourquoi ? Parce que les délais de construction sont beaucoup plus courts. Et puis, pour le moment, on n'est pas sur des prix, on est sur des prix qui sont à peu près équivalents au mode traditionnel. Mais à l'avenir, normalement, on pourrait constater une baisse des prix au niveau du bois. Et ça pourrait être, par exemple, différents leviers pour permettre à certaines personnes d'accéder à la propriété plus facilement. Antoine Von Droom, alors votre point de vue sur cette question, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'accession à la propriété justement ? Alors déjà, quelques chiffres un petit peu intéressants. Le groupe France Confort est leader en France de la construction de maisons individuelles et on vend à peu près à 80% à des primo-accédants. Sur ces 80% de primo-accédants, on a la moitié qui ont bénéficié ces dernières années du PTZ+, du PTZ et du PTZ+. Ce qu'on a calculé, c'est que si ces dispositifs venaient à disparaître du jour au lendemain, radicalement, sans être remplacés, on aurait une frange des 10% de ces primo-accédants qui ne pourraient plus du tout être financés. Le reste de ces primo-accédants pourrait être rebasculé sur des prêts plutôt à long terme. Et c'est ce qui s'est passé quand le pass foncier a disparu brutalement. On a pu rebasculer des gens sur des emprunts, par exemple, à 30 ans. Donc, toute attente de l'État, c'est pas non plus une bonne chose. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est à nous, constructeurs aussi, de trouver des solutions pour accompagner nos clients dans la recherche du foncier, dans la recherche du financement, et aussi de leur proposer des produits à bas coût, forcément adaptés aux nouvelles réglementations thermiques. Et c'est en étant des grands constructeurs structurés, on peut venir profiter pleinement de ces aides pour le BBC, par exemple. D'accord. On parlait de recherche et de développement. Moi, je vous invite à aller voir un chantier. Alors, je presse un peu pour ma paroisse, mais c'est aussi pour tout le monde de la construction de maisons individuelles, d'aller voir le concept MFC 2020, qui est une maison qui, déjà techniquement, est très, très intéressante, puisqu'elle produit assez d'énergie pour alimenter une automobile électrique. Et là, un message politique aussi envers nos futurs dirigeants. La maison individuelle est aussi une solution pour vendre des maisons moins chères. C'est pas parce qu'on va éloigner les personnes des centres-villes, puisque de toute façon tout le monde ne peut pas vivre en centre-ville, qu'on va forcément polluer plus et créer un mitage de l'environnement français. Oui, alors c'est intéressant justement, vous ne plaidez pas forcément en faveur d'une densification à tout crin, à tout prix. Il faut accepter de... On adapte nos produits à cette demande, à ce besoin de densification. On crée aujourd'hui des maisons avec des toutes petites largeurs de façade, parfois 6 mètres, 5 mètres 50, oui. Quelques couloirs. Alors où en est le confort, à mon avis, on prend un petit coup quand même pour les habitants. Mais on est aussi sur une recherche de solutions pour que les gens puissent vivre là où ils veulent vivre, c'est-à-dire dans une maison individuelle et pas forcément près des centres-villes, puisqu'on a aussi énormément de bassins d'activité et d'emploi, on parlait de chômage tout à l'heure, qui se créent en dehors de la ville. Donc il faut que nos politiques prennent conscience que les Français ne veulent pas vivre forcément en centre-ville ni travailler en centre-ville. Et cette généralisation du PTZ sur toutes les zones françaises
elle est bien dans cette mouvance. Oui, effectivement, le zonage, bon, c'est un peu un autre débat, mais la question se pose largement. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit point sur le BBC, justement. Concrètement, aujourd'hui, messieurs, le BBC, est-ce que c'est pour toutes les bourses? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Écoutez, on maîtrise bien le BBC. En avril 2010, nous avons lancé le BBC chez Maison Pierre. Nous avons d'ailleurs construit une maison BBC ici même, porte de Versailles, lors de la foire de Paris. Donc, oui, vous m'avez dit ça en 5 jours. Hein, une vraie maison oui. BBC. Voilà, sur les chantiers, on la construit pas en 5 jours. Oui. C'était un défi pour le salon. Étonnant. C'était un défi pour le salon, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise. Au jour d'aujourd'hui, on est très fiers de proposer des maisons qui consomment entre 13 et 30 euros de chauffage par mois en fonction des régions, avec différents types d'énergie. Au jour d'aujourd'hui, concrètement, nous, ça représente 60% de nos ventes. Est-ce que c'est vraiment plus cher qu'une maison non BBC? On a un surcoût. Quel est le surcoût? Il ne faut pas se cacher. On a un surcoût qui va entre 5 et 10%. C'est en fonction des constructeurs, même certains qui sont aussi un peu en deçà. Mais les différentes mesures dont on a parlé précédemment, qui sont le prêt à taux zéro, nous permettent de pouvoir proposer ces maisons-là. Au jour d'aujourd'hui, le BBC, c'est une réalité. Quand je vous dis 60% de ventes, ça monte tous les mois. Et puis la demande est là. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient nous voir au jour d'aujourd'hui, une des premières questions, c'est combien va me coûter ma maison en termes d'énergie, parce que on sait que à moyen et long terme, le coût de l'énergie va flamber, et donc c'est très important de maîtriser ses consommations énergétiques. Donc au jour d'aujourd'hui, on maîtrise ces solutions. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Par rapport aux différents modes de calcul dont vous venez de parler, beaucoup de constructeurs vont devoir mettre le pied à l'étrier dans l'urgence. Ça va pas forcément être facile, mais l'offre est là. D'accord. Antoine Vendrome, le BBC, c'est pour tout le monde? Alors le BBC, ça va devoir être pour tout le monde de toute façon, à part pour tous les permis déposés après le 31 décembre 2012. Dans tous les cas, ça va être pour tout le monde. Est-ce que ça coûte plus cher? Ça coûte plus cher par rapport à quoi? Quand les premiers moteurs de calcul BBC sont sortis, on était plutôt sur du BBC 2005, RT 2005, et les maisons ont évolué depuis. Donc aujourd'hui, nous, chez France Confort, au niveau national, on vend à peu près 30% de maisons BBC. C'est une bonne performance par rapport au milieu, il faut quand même le préciser. On a beaucoup de... le marché français est fait de petits constructeurs qui ont encore un peu de mal à s'adapter et à garantir contractuellement le label BBC. On estime que le surcoût est de 8 à 12%. Bon, évidemment, c'est moins cher dans le sud de la France et plus cher dans le nord de la France. Mais on est sur du 8 à 12%. À nous, après constructeurs, de trouver des solutions et de vendre de la maison low cost BBC. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, avec notre marque Open. Ça nous permet de sortir des maisons BBC à peu près au même prix que des maisons sur mesure RT 2005. Mais alors, quand vous dites maison BBC low cost, est-ce que si j'achète ce genre de maison, j'ai une maison aussi qualitative que... Alors, en tout cas, chez nous, oui, ce sont les mêmes centres de travaux et ce sont exactement les mêmes normes qui sont appliquées dans nos maisons low cost. Low cost, c'est dans le sens plutôt industrialisé, avec des plans plutôt figés. C'est ça qu'il faut entendre quand on parle de low cost. On ne lésine pas sur la qualité des matériaux ni sur le choix des partenaires. Vous parliez tout à l'heure du poids des normes. Les normes qui n'arrivent pas forcément, ne sont pas forcément mises en place. Il y en a beaucoup, elles sont compliquées. Est-ce que ça pèse sur les coûts, ça aussi, ou pas? Alors ça pèse sur les coûts, évidemment, puisque on n'est pas aujourd'hui en mesure de trouver la solution optimale pour que nos clients payent le moins cher possible. On fait du BBC sans souci, vous aussi, mais on ne peut pas trouver la solution optimale qui sera légion dans nos catalogues de 2013. D'accord. Je voudrais qu'on termine par quelque chose de très pragmatique. Philippe Taboret, aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui veut financer son acquisition, quel conseil vous donnez à cette personne? De venir me voir, ou un courtier en tout cas. C'est vraiment plus intéressant que d'aller voir son banquier? Indiscutablement, à deux niveaux. On va se faire des copains là. Oui, non, mais à deux niveaux, indiscutablement. Ouais. En tout cas, c'est une solution qui est offerte et qui est de plus en plus appréciée. Aujourd'hui, les courtiers
traite à peu près un client sur 4 en termes de financement. Et c'est une part de marché qui va progresser dans les 5 ans, qui va doubler dans les 5 ans, incontestablement, en accord avec nos partenaires, les banquiers. Puisque le prêt est de plus en plus complexe, on vient de le voir, on est sur un problème aujourd'hui de solvabilité des emprunteurs. On n'est pas dans un problème de choix. Le choix, c'est le BBC, c'est comme ça, c'est la règle. Oui. Un petit mot d'ailleurs que je voudrais ajouter, c'est le problème de la construction, la construction, c'est un modèle industriel. Donc c'est un coût maîtrisé, puisqu'on est dans l'industrie, on sait combien coûtent les produits. Le BBC généralisé va permettre au coût industriel de baisser. C'est ça la logique. Hein. Et donc, en définitive, rendre le matériau qui rend le logement BBC moins coûteux pour donc, celui qui va faire construire une maison. Et donc, ce modèle-là devrait s'équilibrer assez rapidement. Maintenant, c'est trouver les moyens de financer ce coût. Coût du foncier, coût de la construction. Et bien là, il y a des aides. À la fois des aides, il existe encore le prêt à taux 0+, donc qui finance l'accession des primo-accédants dans le neuf. Et puis, il peut y avoir des petits prêts, 1% patronal, un prêt employeur, ceux-ci qui viennent agrémenter à des taux très très bas, hein, bonifiés, soit 0, soit très bonifiés, pour aider à ce financement. Des longues durées, des prêts qui s'aménagent entre eux, puisqu'il faut un prêt complémentaire. Il va falloir aussi veiller à l'assurance de l'emprunteur pour garantir effectivement le bon remboursement de cet emprunt. Tout cela est très complexe à mettre en œuvre. Les courtiers, CAFPI en particulier, leader, donc est là pour prendre en charge cette démarche et optimiser au maximum ce financement. Choisir la bonne durée, le bon montage, qui va permettre à chaque emprunteur d'avoir une solution qui est acceptable pour lui, qui va lui permettre de traverser les années, en tout cas, sur une situation stable. Hein. Après, on peut anticiper des problèmes personnels difficilement, hein, le chômage ou autres qui peuvent arriver, mais il y a des assurances aussi pour cela. Mais dans tous les cas, essayer de programmer le remboursement de la façon la plus saine possible sur le long terme, avec la bonne banque, avec le bon produit, avec la bonne assurance, et ça dans des délais acceptables. Et nos amis constructeurs, puisqu'on a beaucoup de clients qui sont prescrits par les professionnels de l'immobilier, nous sollicitent énormément en direct, plus que les banques, parce qu'on va pouvoir les aider à trouver le budget nécessaire, le budget possible pour justement choisir la bonne maison, le bon emplacement et offrir un financement qui accompagne ce projet de vie qui est la construction de sa résidence principale. Donc vous offrez véritablement un accompagnement, c'est pas juste ok on vous trouve un crédit, c'est vous aider aussi par exemple, vous parliez de toutes ces aides, on a du mal un petit peu à s'y retrouver, à quoi a-t-on droit et quels sont les critères d'éligibilité. Vous accompagnez complètement vos clients là-dessus? Alors il y a deux modèles de courtage. Pardon, le courtage en ligne. Le courtage en ligne va orienter un client qui cherche juste à savoir quelle est la banque qui est bien placée en ce moment, qui a des bons taux, qui fait ci ou qui fait ça, s'informer sur les modes de financement. C'est le courtage en ligne par Internet, on va trouver des solutions, des simulateurs, etc. CAFPI d'ailleurs est aussi présent sur Internet pour ces simulateurs. Mais nous, on va prendre en charge après la demande de l'emprunteur pour vraiment l'accompagner dans sa recherche de toutes les aides, de tous les prêts. On va lui proposer des offres avec des... Voilà, c'est nous qui l'accompagnons même auprès des constructeurs pour les déblocages de fonds, chez le notaire, etc., avec les chèques pour payer effectivement ces appels de fonds. Donc on est vraiment dans un travail d'accompagnement complet qui soulage l'emprunteur. Lui, il va pouvoir se concentrer sur le choix de son emplacement, bien sûr, mais après de la décoration. Il y a tellement de choses à faire, c'est compliqué une construction, même si c'est bien fait. Après, il faut les aménagements, il y a le jardin à préparer, il y a tout ça à prévoir et on le décharge de ce plan de financement qui est vraiment stressant, anxiogène. Les conditions sont bonnes, on est là pour faire cet accompagnement, il faut que les gens ils cherchent, il faut qu'ils se rapprochent de nous. On leur faut des professionnels et des courtiers pour vraiment avoir du baume au cœur. On est là pour leur donner, pour leur trouver des solutions réelles. Bien, Philippe Taboret, Vincent de Montval, Antoine Vendrome, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Acheter, Louer, TV. Voilà. Merci. Mais je vous en prie. Et dans quelques instants, on retrouvera le journal présenté par la charmante Anaïs Baïdemir. Merci à tous.